En 1992, Paul Verhoeven nous sortait, comme à son habitude, une véritable bombe cinématographique. Si je vous dis Femme fatale, Interrogatoire, Pic à glace et Michael Douglas, que me répondez-vous? La réponse est bien sûr Basic Instinct. Sharon Stone, Basic Instinct, rated R. Basic Instinct, ou comme on dit chez nous, Basic Instinct, est un thriller érotico-policier porté par les comédiens Michael Douglas, qui y joue l'inspecteur Nick Curran, et Sharon Stone, qui y campe la plantureuse Catherine Tramell, une romancière qui trempe dans d'étranges affaires de meurtre dans lesquelles sexe et mort sont étroitement liés. Et si au départ tout dans le film semble l'accuser, Nick comme l'audience vont se laisser envoûter par cette femme mystérieuse, intelligente et fascinante, aux objectifs troubles qui arrivent à rendre les rebondissements les plus capillotractés envisageables, à la fois pour un flic chevronné et pour le spectateur attentif, ce qui n'est pas rien. Pour faire simple, à travers le personnage de Catherine Tramell, Sharon Stone est LA femme fatale ultime. Elle mène Nick, un homme de pouvoir représentant d'une certaine autorité, par le bout du nez. You'll just fall in love with me. I'm in love with you already. Et son aura extraordinaire ruisselle complètement sur tout le reste du film. À moins que ça ne soit l'inverse. Une chose est sûre, le statut culte de Basic Instinct n'est clairement pas usurpé. Une musique magistrale signée Jerry Goldsmith, une photographie exceptionnelle que l'on doit à Jan de Bont, ou encore des effets gore étonnamment marquants, en partie dus à une autre figure légendaire du cinéma, Rob Bottin. Sans oublier bien sûr les innombrables scènes désormais mythiques, à commencer par ce qui est sans doute la plus célèbre d'entre elles, la scène de l'interrogatoire. I have nothing to hide. Et quand on parle de cette scène, on parle surtout de la façon provocante qu'a Sharon Stone de croiser les jambes, et a raison. Même si, apparemment, derrière cette scène, il y a une histoire nettement moins glorieuse de consentement, mais Verhoeven et Sharon Stone se contredisent là-dessus. Bon, on connaît pas le fin mot de l'histoire, mais voilà, comme ça vous savez qu'il y a peut-être quelque chose de shady. En tout cas, ce croisement de jambes n'est même pas le plus réussi ici. En fait, ce croisement de jambes doit plus être vu comme l'apothéose d'une scène qui voit sa tension psychologique et sexuelle monter crescendo, alors que le contexte ne semble pourtant pas propice à ce genre d'atmosphère. 5 flics, des hommes d'une quarantaine d'années, représentant de l'autorité, intimidants et puissants, tous placés face à une femme seule, mise au centre de la pièce, dans le simple but de lui mettre la pression pour la faire avouer. Mais loin de se laisser apeurer, Catherine va au contraire prendre les devants, et c'est bien elle qui va bousculer nos policiers chevronnés, tout d'abord par sa beauté, qui ne les laisse pas indifférents, bien sûr, mais également en refusant simplement d'éteindre sa cigarette. What are you gonna do? Charge me with smoking? Ce moment n'est pas anodin. Nos policiers sont totalement désarmés face à elle. Ils ne savent pas comment la prendre alors qu'elle, elle sait parfaitement comment les manœuvrer. Et, tandis que l'interrogatoire avance, ce n'est pas Catherine qui va succomber au stress ou à la panique, mais bien nos agents qui vont se mettre à suer à grosses gouttes, littéralement. Le rapport de force est inversé, et c'est notre antagoniste qui a les clés de cet entretien qui avait pourtant pour but de l'accuser. Le moment où elle écarte fugacement les jambes juste assez longtemps pour que ses interlocuteurs se rendent compte qu'elle n'a pas de culotte est juste le coup de marteau final. Sa confiance en elle, la façon dont elle assume sa beauté et sa sexualité la rendent invincible face à ses interlocuteurs. On avait déjà eu droit à une scène similaire lors de son introduction et sa rencontre avec nos 2 flics principaux. Quand Nick et Gus se rendent chez elle pour l'interroger au sujet de la mort de l'un de ses partenaires principaux, elle leur cloue le bec en étalant sa vie sexuelle et la légèreté de ses mœurs de façon complètement décomplexée, à tel point que nos flics se demandent si ce n'est pas une prostituée. What are you, a pro? No, I'm an amateur. Car oui, une femme qui ose assumer aimer le sexe, c'est forcément une professionnelle. Seuls les hommes ont le droit d'aimer ça. En tout cas, cette simple déclaration suffit à désarçonner nos policiers et à faire d'elle une femme fatale. Forte, mystérieuse, fascinante et terrifiante. Et Nick rêve de la posséder, cette femme qui fait tourner la tête de tous les hommes, y compris lui. Il rêve de dompter l'indomptable, de posséder celle qui se vante de sa liberté totale, comme quand il lui propose à plusieurs reprises de l'épouser et de lui faire des enfants. Il rêve d'être celui qui la remettra dans le rang, qui la dressera. Il fantasme bien plus sur elle que sur Beth, qu'il a à sa disposition, qui ne l'excite pas, qui ne jouit pas, pour reprendre ses propres mots. Mais le pire, c'est que Catherine se sert de ce rêve, ainsi que du désir qu'elle éveille chez tous les hommes, pour le manipuler du début à la fin. Et ça fonctionne. What is this, some kind of joke?
Sans oublier le fait que ce n'est pas juste une manipulatrice, c'est aussi une meurtrière. Et le personnage de Catherine Tramell va devenir un archétype d'antagoniste très puissant dans les années 90, ou 90 si tu ne comprends pas le belge. Elle est à l'origine de tout un sous-genre, toujours pas clairement identifié aujourd'hui, mais que j'aime personnellement appeler le Woman Brings Danger, ou femme égale danger, si tu préfères. Et croyez-moi, ce sous-genre en dit très long sur l'image de la femme libre en Occident dans les années 90. Pas il y a 100 ans, hein, dans les années 90. Mais avant d'en dire plus sur ce genre de personnage, quelques mots sur Michael Douglas, qui est, encore plus que Sharon Stone, lui aussi à l'origine d'un archétype très puissant et tout aussi important de ce genre de film. En effet, Michael Douglas fut à l'époque l'acteur principal de ce qu'il a lui-même qualifié de sa trilogie sexuelle. Lui qui était d'ailleurs un obsédé notoire. Et c'est bien cette trilogie et son succès, dont Basic Instinct est en fait le deuxième épisode, qui marquera véritablement le début d'un courant tout entier. Le premier film des trois est sorti en 1987 et il s'agit de Liaison fatale d'Adrian Lyne, dans lequel ce bon vieux Michael joue Dan, un père de famille aimant qui, un beau jour, va tromper sa femme avec Alex, célibataire endurci et un peu marginal campé par Glenn Close. My name is Dan Gallagher. Alex Ross. Nice to meet you. Qu'on se comprenne bien, si je dis que c'est une marginale, c'est parce qu'à son grand âge, disons, je sais pas moi, à peu près la quarantaine, quelque chose comme ça, elle est toujours célibataire. C'est vraiment une tarée. En tout cas, c'est bien comme ça que le film la dépeint. Après leur partie de jambes en l'air, Dan reprend sa vie comme si de rien n'était et se garde bien sûr de dire quoi que ce soit à son épouse. Seulement voilà, Alex, elle, est un peu plus attachée à lui qu'il ne le pensait, et elle se met à le harceler, à lui courir après, et le menace même de tout révéler à sa femme. Et son comportement est de plus en plus menaçant. Cela va se terminer en bain de sang, tandis que Dan doit protéger sa famille contre ses assauts complètement fous, et, désolé pour le spoil, mais c'est important, il va la tuer pour défendre son clan. Et personnellement, j'ai toujours trouvé ça problématique. Car c'est censé être une belle fin, une fin heureuse, mais Dan est quand même une sacrée ordure. C'est lui qui trompe sa femme, et pendant la majeure partie du film, les agissements fous d'Alex auraient pu être désamorcés s'il avait pris ses responsabilités pour lui dire ce qu'il avait fait, et il n'ose jamais le faire. Et lorsqu'il tue cette femme clairement dérangée, il est vu comme le héros qui sauve sa famille, et ses mensonges et tromperies sont aussitôt oubliés. Le couple se retrouve à travers sa mort. Dan est juste montré comme une victime d'une folle furieuse, mais une folle furieuse qu'il était bien content d'avoir dans son lit, qu'il a traité comme un objet sexuel l'espace de quelques heures, avant de la jeter pour retourner auprès de celle qu'il considère comme digne de son amour, laissant Alex seul. Pire encore, sa tromperie est, selon le film, totalement justifiée. Bah oui, la veille, alors qu'il voulait passer du bon temps avec son épouse, celle-ci a préféré accueillir leur petite fille de 5 ans dans le lit conjugal. Elle l'a quand même bien cherché finalement. Moralement, je trouve que c'est quand même discutable. Et même la promo française du film semblait s'en rendre compte, puisqu'elle nous promettait une histoire d'amour terrifiante, là où en fait on a eu une nuit qui en plus ne signifiait rien, selon Dan. Paye ton histoire d'amour. Mais surtout, il faut bien comprendre en quoi Alex est vraiment une folle furieuse pour le film. C'est une femme célibataire qui n'a pas de famille, qui drague des hommes mariés. C'est en ça qu'elle est véritablement dangereuse. Elle ne suit pas le sacro-saint modèle auquel toutes les femmes doivent se plier. Se trouver un bon petit mari, lui faire des enfants dont elle devra ensuite s'occuper pendant qu'il est au travail et pourquoi pas pendant qu'il la trompe avec, au hasard, une femme célibataire et sexuellement active. Yes, I'm discreet. Me too. Elle est opposée par le film à Beth, la femme de Dan, qui elle est normale, entre guillemets, puisqu'elle est mariée, s'occupe des marmots pendant que son mari travaille, et n'est pas au courant de ses parties de jambes en l'air secrètes. Et c'est comme ça que toutes les femmes devraient se comporter. Celles qui sortent de ce schéma sont donc des marginales, des folles, des hystériques, des nymphomanes. Choisis ton qualificatif misogyne. Pire encore, l'idée derrière ce récit est de montrer comment le féminisme, la libération de la femme, en fait, la pervertit, voire même détruit sa vie, et la rend incapable de lier vie amoureuse, professionnelle et familiale. Et si vous n'êtes pas encore convaincu par tout ça, c'est tout à fait normal. Mais vous allez voir à quel point tous ces éléments vont devenir centraux, et ce, pour tout un sous-genre. Fatal Attraction. I guess you thought you'd get away with it. Well, you can't.
5 ans après Liaison Fatale sort donc Basic Instinct, déjà largement évoqué, où Michael Douglas retrouve cette fois Sharon Stone, bien plus jeune que lui, et dont le personnage est, elle aussi, en dehors des schémas sociaux souhaités, pour ne pas dire imposés aux femmes. Elle revendique une sexualité libre et débridée, tout simplement parce qu'elle aime ça et multiplie les partenaires, peu importe leur genre ou leur âge. De plus, c'est une femme éduquée, qui a une licence en psychologie et qui est devenue riche et populaire grâce à l'écriture, seule, sans aucun homme à ses côtés. Et on en fait donc une meurtrière manipulatrice, un véritable danger pour l'homme avec un grand H. Mais Basic Instinct est un film intelligent et il le fait donc sciemment. La fascination qu'éprouve Nick pour Catherine et son désir de la posséder font partie des éléments centraux du film. Et il découle en grande partie de cette indépendance et de cette force qu'elle dégage. Tout dans Basic Instinct montre que ces thématiques sont maîtrisées. Si Catherine y est diabolisée, ce n'est pas simplement pour livrer un bon thriller, ça délivre également un propos. La femme indépendante et forte fait peur à l'homme et même à la société dans son ensemble. Elle vient bouleverser certains codes sociaux imposés depuis des siècles, notamment par la religion, et remet en question les mœurs et les tabous de son époque. C'est un personnage progressiste dans un sens, et ce progrès fait peur autant qu'il fascine. C'est donc souhaité par le film et il utilise tous ces éléments a priori négatifs pour raconter quelque chose de fort. Catherine est une tueuse dangereuse, oui, mais c'est aussi un personnage allégorique, au même titre d'ailleurs que Nick. La tête brûlée, également symbole d'autorité, qui fait ce qu'il veut quand il veut, c'est l'homme tout-puissant rendu permis par une société patriarcale. Basic Instinct traite donc plus de la peur sociale de ce genre de femmes que de leur véritable dangerosité. Et c'est pour ça que le film ne dit jamais clairement que Catherine est la tueuse, qui laisse planer un doute un peu factice. Jusqu'à la fin, alors que Nick et Catherine copulent joyeusement, on s'attend à ce qu'elle le tue. Pire, le film continue de nous faire croire qu'elle va le faire, à plusieurs reprises, par exemple avec son montage ou sa musique, à tel point que ça en devient presque caricatural. Nous sommes convaincus qu'elle va le tuer parce que nous sommes convaincus qu'elle est dangereuse et qu'il est impossible qu'elle reste avec Nick dans sa vision si basique des relations homme-femme, mariage, gosse, monogamie et fidélité éternelle. Donc, ok. Basic Instinct maîtrise son sujet. Mais que se passerait-il si d'autres films décident de réutiliser certains de ces éléments, mais sans la maîtrise qui va avec? Eh bien, ça nous donne des films caricaturaux qui véhiculent un tout autre regard que celui de Basic Instinct. Et ça commence dès le dernier film de notre trilogie, Disclosure ou Harcèlement de Barry Levinson, sorti en 1994, dans lequel Michael Douglas campe Tom, directeur de production pour une société d'informatique qui espère une promotion importante, mais qui sera attribuée injustement, selon lui, à son ex-petite amie Meredith, interprétée par Demi Moore. Sanders and I go way back. He broke my heart. Bon, vous l'aurez déjà compris, mais Meredith est bien celle qui harcèlera, d'où le titre du film, notre pauvre Tom. Et moi non plus, je n'aimerais certainement pas me faire harceler par Demi Moore. Non, 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 monsieur. Meredith? Le film commencera vraiment quand Meredith invitera Tom à la rejoindre dans son bureau en fin de journée et tentera une approche sexuelle très appuyée, très insistante pour ne pas dire un V, vu qu'elle ignorera les nombreux refus de Tom, qui succombera malgré lui avant de changer d'avis à la dernière minute. Car Tom est marié, a des enfants et est très heureux. À partir de là, humilié et effrayé par la réaction de Tom, Meredith se retournera contre lui, l'accusera de l'avoir agressé sexuellement auprès de sa direction, ce qui déclenchera bien sûr une tonne de problèmes. Le concept de départ de harcèlement, qui est adapté d'un roman de Michael Crichton, toujours lui, est très simple sur le papier. Parler de harcèlement sexuel, mais en retournant la problématique en faisant de l'homme une victime et de la femme la fameuse agresseuse. L'idée étant entre autres de permettre au spectateur masculin de s'identifier à ce personnage et donc de comprendre ce que peut ressentir une femme dans pareille situation, beaucoup trop commune pour elle. Un peu comme le faisait le film White Man avec John Travolta, où on inversait noir et blanc pour parler de racisme et mettre le spectateur blanc, clairement la cible du film, mal à l'aise face à un tel spectacle. What's going on? Put your hands up! What did I do? Leave him alone! Sur le papier, l'idée n'est pas dénuée d'intérêt, c'est finalement un high concept comme un autre, qui peut en plus avoir une fonction allégorique, tout en étant un thriller dramatique un petit peu sympa, pourquoi pas. Mais que ce soit dans la théorie ou dans la pratique, le film et son concept souffrent de plusieurs défauts assez conséquents. Sans même évoquer la qualité globale du long métrage, par exemple avec ses séquences informatiques du futur qui déjà à l'époque prêtaient plus à sourire qu'autre chose mais qui aujourd'hui sont vraiment cataclysmiques en termes de discours, le film maîtrise beaucoup moins son propos que Basic Instinct. Si dans son premier tiers tout se déroule plus ou moins comme il le désire, très vite les limites du concept se laissent voir.
L'inversion homme-femme n'est déjà pas faite jusqu'au bout et n'aide pas vraiment à se mettre dans la peau d'une femme. Par exemple, les collègues de Tom restent à 90% des hommes, comme dans une société d'informatique de cette époque dans la réalité, mais pour aller au bout de son concept, il aurait fallu isoler Tom au milieu de collègues féminins qui se ligueraient contre lui en soutenant Meredith. Ce genre de détail est certes par définition anecdotique, mais il contribue à la réalité du film. À aucun moment on ne s'identifie à la cause des femmes harcelées en milieu professionnel, mais uniquement à la situation de ce pauvre Tom, auquel, bah oui, on s'identifie très bien, surtout quand on est un homme. Et dès lors, Meredith est juste une femme de pouvoir abusive et même diabolique. Et encore, si ça s'arrêtait là, pourquoi pas? Le film a tout à fait le droit de vouloir raconter cette histoire aussi. Mais le souci, c'est que du coup, le discours que le film souhaiterait avoir s'inverse totalement. Harcèlement ne cesse de se contredire sur le thème de l'égalité homme-femme au travail et sur le harcèlement. Tantôt, il semble très progressiste, tantôt très réactionnaire. Déjà, contrairement au personnage de Catherine dans Basic Instinct, le personnage de Meredith n'est contrebalancé par rien, car le discours du film est non maîtrisé. C'est vraiment juste une belle manipulatrice qui veut détruire Tom après qu'il ait refusé ses avances. Le parallèle avec les patrons masculins qui font subir la même chose aux femmes se volatilise avec le manque de nuances et de matériel allégorique du film. Mais en plus, comme de base le long métrage veut parler de misogynie au travail, il distille volontairement plusieurs éléments sexistes, comme des conversations entre collègues, des paroles d'avocats ou même une défense très étrange de la part de Meredith. Ces éléments-là étaient censés être désamorcés par le film et sa morale, mais ils ne le sont jamais, vu que le personnage de Meredith n'est jamais nuancé ou mis suffisamment en parallèle avec ses homologues masculins de la vraie vie. Et ce n'est pas en montrant que la promotion à la base de ce récit va finalement à une autre femme que ça change quoi que ce soit au discours global du film. C'est maladroit et le film se prend les pieds dans le tapis. Penchons-nous à nouveau sur Meredith. Clairement, elle est pensée pour ressembler à Catherine. Elle va par exemple jusqu'à admettre son crime aux avocats, I am a sexually aggressive woman. I like it. Tom knew it and you can't handle it. où elle assume donc sa sexualité agressive, pour reprendre ses mots. Le souci, c'est que là où Catherine annonçait la couleur en se présentant comme ça pour prendre le pouvoir face aux hommes, ici, elle ne le relève qu'une fois acculée, après avoir tenté de le cacher aux yeux de tous, sauf de Tom pendant le reste du film. Elles n'ont pas du tout le même caractère, pas du tout la même puissance, et Meredith n'a finalement que rarement le dessus sur Tom, qui déjoue tous ses pièges un par un durant le film avant de gagner lors d'un happy ending un peu ridicule. Catherine a une Meredith dans chacun de ses orteils, et il n'y a aucune comparaison possible entre ces deux personnages. Mais donc, comme Catherine, Meredith est censée incarner en un sens la peur qu'éprouvent les hommes envers des femmes de pouvoir, indomptables, intelligentes, fortes, etc. Mais elle est juste une connasse avec du pouvoir, là où Tom est un bon gars qui, contrairement à Dan dans Liaison Fatale, ne va pas jusqu'au bout de la tromperie. Tom est juste une victime de la méchanceté d'une femme en dehors des normes sociales acceptables, aux mœurs débridées, qui a débarqué dans le seul et unique but de briser sa vie gratuitement. Tout comme dans Liaison Fatale, le féminisme et la libération des femmes ont transformé Meredith en méchante. You know, I almost feel sorry for him. He has no idea, does he? Et ça, mesdames et messieurs, c'est le vrai Woman Brings Danger. Un sous-genre entier qui a surtout existé dans les années 90, voire exclusivement existé dans les années 90, dont les antagonistes sont des femmes à l'objectif très simple: détruire la vie d'hommes innocents, respectables, souvent mariés et surtout gentils comme tout, et qui en plus, pour ne rien gâcher, ont réussi dans la vie. Deux parfaits parangons de vertu et de moralité. Et si Liaison Fatale a ce discours, malgré lui, après moult réécritures de ce qui devait être à la base un film ouvertement féministe, et que Harcèlement a probablement connu le même genre de problème, ce qui expliquerait ses multiples maladresses, pour les films qui vont suivre, ce genre d'excuse ne tiendra pas. Mais bref, étudions ça d'un peu plus près. Premièrement, définissons ce qu'est exactement le Woman Brings Danger. Ce sont des thrillers qui piochent allègrement dans l'imaginaire du cinéma érotique, dans le polar et le film noir, et s'articulent autour d'un personnage de femme fatale qui fait office d'antagoniste et qui, dans la plupart des cas, va donc manipuler notre héros, victime de sa beauté et de ses subterfuges diaboliques. En soi, on pourrait argumenter que rien de tout cela n'est bien neuf, même dans les années 90. Et ce ne serait pas forcément faux. La femme fatale, déjà, est bien entendu un archétype cinématographique qui remonte bien plus loin que la trilogie sexuelle de Michael Douglas.
La première véritablement notable est sans doute La vampire de Embrasse-moi idiot ou A Fool There Was, un film de 1915 réalisé par Frank Powell. Et le pseudo de ce personnage, vampire, est littéralement à l'origine de l'expression américaine vamp, qui caractérise de belles femmes qui causent la perte des hommes qu'elles séduisent en leur suçant toutes leurs possessions, par exemple. Le film est une sorte de relecture de Dracula, et c'est assez amusant de le noter. Nous y suivons un riche diplomate américain, mari aimant et père de famille dévoué, qui, lors d'un voyage professionnel en Angleterre, rencontre la fameuse vampire sur un bateau. Celle-ci a pour habitude de séduire les hommes et les jeter après les avoir totalement ruinés, et c'est ce qu'elle va faire avec notre héros. Totalement sous son emprise, il va perdre son travail, abandonner sa famille et ignorer les mises en garde de ses proches, tandis que sa vie va péricliter à vitesse grand V, tout cela à cause de notre vampire. En tant que séductrice mortelle, la vampire est l'ancêtre de Catherine Tramell. Mais l'archétype n'est plus vraiment le même dans les Woman Brings Danger. La vampire, même si largement oubliée du grand public aujourd'hui, est un personnage crucial de l'histoire du cinéma. Déjà, parce que A Fool There Was a eu tant de succès que grâce à lui, son producteur William Fox put fonder la Fox Film Corporation, l'un des ancêtres de la 20th Century Fox. Mais en plus, la vampire en question est interprétée par la légendaire Theda Bara, tout simplement l'un des premiers sex symboles de l'histoire du 7e art, et qui deviendra une sorte d'égérie gothique de la Fox, la toute première, avec tout un imaginaire surnaturel orchestré autour de son image, ce qui fait d'elle une ancêtre d'icônes comme Vampira ou Elvira. Pire encore, elle est la première star créée de toutes pièces autour de l'image de la femme destructrice et hyper sexualisée. Theda Bara, c'est une femme fatale à l'écran et en dehors. Et elle devient la vamp par excellence aux yeux du public. Et si aujourd'hui la plupart des films dans lesquels elle a joué sont malheureusement perdus à tout jamais, cela ne fait finalement que renforcer son caractère absolument mythique. Theda Bara est une authentique légende et l'incarnation même du pouvoir destructeur de la séduction. Par la suite, cet archétype évoluera et nous aurons d'autres comédiennes qui prendront le relais. Paula Negri, Greta Garbo, Marlène Dietrich. Dans les années 40-50, le film noir réutilisera aussi de façon récurrente le personnage de la femme fatale avec des comédiennes comme Barbara Stanwyck ou Rita Hayworth, qui, avec Gilda, devient définitivement une de ses incarnations les plus célèbres et puissantes. Il n'est guère étonnant, dès lors, que le Woman Brings Danger ait souvent emprunté des éléments propres au film noir, à tel point qu'il est vu par certains comme une sorte de déclinaison. Si parfois ces films reprennent de vieux artifices du film noir, comme l'usage de la traditionnelle voix off, et qu'ils reprennent donc l'archétype de la femme fatale et bien souvent de l'inspecteur désabusé, c'est avant tout en termes d'atmosphère que le Woman Brings Danger nous le rappellera. Ambiance bien souvent urbaine et nocturne, imperméable et long manteau, pluie battante et musique jazzy composent l'écrasante majorité de ces productions. Mais pour autant, je ne peux pas me ranger aux côtés de ceux qui défendent que ces films sont juste une nouvelle itération du film noir. Ou pire, que ce sont de simples thrillers policiers érotiques, comme il y en a eu des centaines et des centaines. Non, si j'affirme qu'il s'agit d'un mouvement cinématographique à part entière, c'est à cause de leur filiation évidente avec Basic Instinct, ainsi que de leur discours commun, très ancré dans son contexte de l'époque. Mais pour commencer, oui, ils découlent tous du film de Verhoeven. If you don't leave her alone, I'll kill you. Et ça se ressent parfois de façon très grossière. Body Evidence de Uli Edel se permet de commencer quasiment exactement de la même façon que Basic Instinct, avec des flics qui arpentent une chambre à coucher en guise de scène de crime, après qu'un homme ait été retrouvé mort dans son lit, suite à une soirée assez osée, quand Romeo is Bleeding nous propose une brève reproduction de la célèbre scène de la chaise. Le trailer de Consenting Adults de Alan Pakula utilise carrément le thème principal de Basic Instinct pour assurer sa promotion, là où la musique de Seduced and Betrayed s'en inspire grandement. Mais nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin pour démontrer une filiation avec le long métrage de Verhoeven. Beaucoup d'actrices castées dans ces films sont choisies parce qu'elles ressemblent à Sharon Stone, de jolies blondes aux yeux clairs, et quand ça n'est pas le cas, on les maquille et habille pour qu'elles lui ressemblent, afin de jouer sur le personnage de Catherine, leur modèle à toutes. Et n'allez pas croire qu'il s'agit pour autant à chaque fois de novices ou d'inconnus. Regardez plutôt.
Madonna dans Body Evidence, Uma Thurman et Kim Basinger dans Final Analysis, Drew Barrymore dans Poison Ivy, Alyssa Milano dans Poison Ivy 2, Julia Stiles dans Wicked, Alicia Silverstone dans The Crush et The Babysitter, etc. Cette liste est sans fin, et on peut la compléter avec d'autres actrices, parfois issues du cinéma érotique, ou même du monde du direct-to-video, qui se sont tout à coup vues propulsées à un tout autre niveau de célébrité après le succès de Basic Instinct. Sharon Tweed est probablement la plus célèbre d'entre elles, et a connu une belle période de gloire à cette époque, avec des films comme Scorned, Cold Sweet, Indecent Behavior, Victim of Desire, Possessed by the Night, etc., etc. On peut aussi citer Mitchell Johnson, qui partage d'ailleurs parfois l'affiche avec Shannon comme pour Illicit Dreams, mais qui joue aussi dans Body Shot ou The Donor. Look at this. D'ailleurs, on en parle des titres et des affiches de ces films. Très souvent, les titres sont constitués comme celui de Basic Instinct, un nom commun et un qualificatif quelconque qui, la plupart du temps, renvoie plus ou moins à de la sexualité. Et les affiches, elles parlent pour elles-mêmes. Voici un échantillon assez parlant. Body Evidence, Body Influence, Indecent Behavior, Victim of Desire, Illicit Dreams, Ultimate Desire, The Last Seduction, Seduce Us, Betrayed, Lion Eyes, Final Analysis, Dream Lover, Animal Instinct, Innocent Lies, Consenting Adults, Wild Things, Save Me, etc. Bref, je crois que vous avez compris l'idée. Ces films récupèrent le côté racoleur de Basic Instinct et en font une composante essentielle de leur récit, de leur imagerie et de leur promotion, mais souvent dénuée de réflexion artistique ou thématique. L'idée est de donner au spectateur les images chaudes de jolies femmes qu'il est venu chercher. Et pourquoi pas, en soi ? Moi, je n'ai rien contre le cinéma érotique, bien au contraire. Mais vu que c'est pour reproduire l'effet Basic Instinct ici, c'est juste du cinéma d'exploitation en fait. Et ça nous donne parfois des choses assez désastreuses en termes de mise en scène ou d'idées visuelles. Car vu que Basic Instinct était sulfureux, avec des scènes osées qui permettaient d'appuyer la personnalité de Catherine autant que le propos du film, toutes ces déclinaisons se sentent obligées de faire de même et tous essayent d'amener leurs petites scènes pimentées bien particulières, censées leur donner de la personnalité tout en permettant de surfer sur l'effet Basic Instinct. On a par exemple cette scène incroyable de Body of Evidence durant laquelle Madonna verse de la cire brûlante puis de l'alcool sur le torse de Willem Dafoe avant de lécher goulûment le tout, ou bien l'incompréhensible scène de Cold Sweet dont l'érotisme semble issu des téléfilms coquins d'AB3 durant laquelle nos amants, dans le noir, se recouvrent de peinture phosphorescente pendant l'acte. Je veux dire, sans vouloir faire du king-shaming, qui fait ça ? Ça excite qui ? Même artistiquement, ça ne donne rien de convaincant. Qui a eu cette idée ? Et croyez-moi, il y a plein d'autres scènes chaudes que j'aimerais décrypter ici, mais YouTube oblige, je dois me retenir. Déjà que je ne sais pas du tout comment la plateforme va accueillir cette vidéo. Le problème, c'est que si, dans Basic Instinct, comme nous l'avons vu, ces scènes permettaient d'établir une partie de la personnalité de Catherine et de la positionner par rapport aux mœurs acceptables de l'époque, et donc d'établir un propos, de dire quelque chose à propos du contexte social lors de la sortie du film, ici, c'est purement racoleur, et donc purement de l'exploitation. Il n'est guère étonnant, à partir de là, que la plupart de ces films ne soient que des séries B sans grande ambition artistique, autre que celle de surfer sur un succès afin de grappiller un peu d'argent facile. Pourtant, que ces films le veuillent ou non, leurs scènes de sexe disent quelque chose, aident le film à porter un discours. Et si elles ne permettent pas d'appuyer une personnalité complexe ou forte, elles établissent bien nos personnages féminins comme des femmes aux mœurs légères, prêtes à utiliser leur corps pour obtenir ce qu'elles veulent. Marry you. Et vous allez me dire, comme Catherine en fait. Elle fait exactement pareil. Oui, mais en fait non. Déjà, Catherine n'utilise pas le sexe pour séduire Nick. Elle utilise sa liberté sexuelle pour l'intimider. Quand ils couchent ensemble, elle l'a déjà séduite depuis longtemps. Elle utilise l'acte pour lui faire croire qu'il la possède, pour le manipuler, mais c'est l'une des étapes finales de sa séduction. C'est aussi en cela qu'elle est forte. C'est elle qui choisit où, quand et pourquoi. Les femmes de nos films commencent leur séduction directement par l'acte, et ça fait déjà une grande différence avec Catherine. Il y a plusieurs raisons à cela, outre le manque de profondeur, d'écriture et de personnalité évident de ces personnages purement fonctionnels, cela permet de mettre plus de scènes hautes gratuites dans le film, et d'en mettre plus tôt également. C'est de l'exploitation, et le côté racoleur est très important pour vendre ces films. Mais cela permet également d'asseoir la dangerosité de l'acte en lui-même, ou d'expliquer à l'homme comment son amour d'une bonne partie de jambes en l'air avec une femme trop belle pour lui finira par le perdre. Basic Instinct se moque de la phobie qu'a la société envers les femmes libérées sexuellement.
Ces films-là appuient sur le fait que ces femmes sont effectivement dangereuses, immorales et même un poison pour l'homme et la société. Ce sont deux points de vue diamétralement opposés qui changent radicalement la nature de leur récit. Encore une fois, Catherine, de base, est déjà riche et célèbre, bien plus que Nick. Sa position privilégiée et sa beauté la rendent hors d'atteinte dans l'imaginaire de Nick, et c'est précisément ce qui lui donne envie de la posséder. Mais dans ces films, ce n'est pas le cas. Nos femmes sont au contraire très souvent à la recherche de pouvoir, d'argent ou de confort, ou tout simplement motivées par l'idée de posséder l'homme de leurs rêves, de charmer le mari idéal. Tandis que les personnages principaux de ces films sont constamment des hommes de pouvoir, représentant d'une certaine autorité. Dans Dream Lover, c'est un avocat charmé par une femme qui l'épouse avant de se rendre compte que c'était une menteuse qui lui ment depuis le début. Et celle-ci va réussir à l'isoler, à lui prendre toutes ses possessions ainsi que la garde de leurs enfants. So everything was planned. Dans Body of Influence, Final Analysis, Snapdragon ou Color of Night, le héros est un psychiatre ou un psychologue qui se fait manipuler par une patiente fourbe dont les objectifs peuvent varier. Juste battre un psychiatre célèbre et réputé à son propre jeu, ou pourquoi pas l'utiliser lors d'une procédure légale à son avantage. Ce qui sera d'ailleurs en partie aussi l'enjeu du très médiocre Basic Instinct 2. This is Catherine Trudeau. Dans Body of Evidence ou Lying Eyes, il s'agit d'un avocat. Dans The Temp, Save Me au Cold Suite, il s'agit d'un cadre haut placé d'une grosse société, comme dans Harcèlement ou Liaison Fatale d'ailleurs. Mais on a aussi des flics, des profs, des acteurs de cinéma, bref, que des hommes qui ont un statut, qui sont respectés, qui sont reconnus et appréciés au sein de la société. Et surtout, que des hommes qui ont du pouvoir. Et vous savez ce qui est dangereux pour ces hommes? Les femmes célibataires qui ont délibérément choisi de ne pas suivre les normes sociales considérées comme acceptables, qui leur sont pourtant imposées depuis des siècles. Prenons par exemple Body of Influence de Gregory Dark, qui est un cas d'école et le parfait exemple de ce que j'essaye de démontrer. Sex is a very dark power. Nous y suivons Jonathan Brooks, psychiatre réputé, marié et heureux, qui n'a que des femmes très jolies et très sexy en guise de patientes, qui viennent toutes lui expliquer leur manque d'activité corporelle et rêvent absolument toutes de se taper leur thérapeute, qui refusent toutes leurs avances parce que c'est un homme bon, un praticien avec de l'éthique et un membre respectable de la société. I'll never understand how you keep your cool, Dr. Brooks. Sauf quand, pauvre de lui, il va croiser la route de Laura, une patiente qui présente vraisemblablement un trouble de la personnalité, mais qui est en réalité une odieuse manipulatrice et une séductrice de talent, puisqu'elle va réussir à le détourner de sa ligne de conduite irréprochable. Il va donc copuler joyeusement avec elle, à plusieurs reprises, et même avec d'autres de ses patientes. Elles aussi des allumeuses très vicieuses qui, en plus, vont par la suite lui intenter un procès pour abus de faiblesse et agression sexuelle. Elles sont vraiment méchantes. Pauvre Jonathan, tant de femmes magnifiques qui veulent juste profiter de sa gentillesse et de son physique d'Apollon. Il a vraiment pas de bol. Laura est donc vraiment la vampire venue chambouler son existence, détruire son couple et provoquer sa ruine. La femme fatale par excellence. Mais rassurez-vous, Jonathan est un homme bon, et pour s'en sortir, il va l'assassiner. Bon, c'est pas très bien, mais le film va lui faire payer, bien sûr. Car c'est un film avec une certaine morale. Ou alors, son meilleur ami policier, à qui il va raconter toute l'histoire, va décider de le couvrir pour l'aider à s'en sortir. Je répète, ce célèbre et riche psychiatre va profiter de la faiblesse évidente d'une femme, sa patiente, qu'il va lui-même diagnostiquer nymphomane, ce qui est au passage une maladie complètement imaginaire inventée justement par ce genre d'homme. Puis, quand l'emprise de cette femme sur lui va devenir trop grande à son goût, il va la haïr, puis la tuer, et son pote flic va couvrir ses traces. Quelqu'un dit patriarcat ? Dans Body Evidence, la beauté de Madonna est au centre de son procès pour meurtre, calqué sur l'enquête de Basic Instinct. Le procureur fait d'ailleurs directement le rapprochement entre son physique et une arme mortelle, tandis que Willem Dafoe, son avocat et amant qu'elle manipule, bien sûr, en fait le centre de sa défense. Être belle n'est pas un crime, clame-t-il. Pourtant, dans ces films, la séductrice est bien coupable de séduction, et les hommes séduits sont systématiquement montrés comme étant leurs victimes. People usually get what they deserve. Dans Dream Lover, notre héros, entre guillemets, pour se défendre contre les manigances de sa diablesse de femme, n'a que la violence physique. Il la bat plusieurs fois, de façon extrêmement réaliste et brutale, mais cette violence est justifiée par le film, qui nous met en garde. Ne vous mariez pas avec une femme trop belle, car cette beauté cache forcément quelque chose.
Par exemple, il l'accuse de maquiller ses blessures pour les rendre plus graves face au juge au tribunal. You're sorry? You're sorry? This is my life we're talking about. Je répète, elle maquille ses blessures pour les rendre plus graves. Elle ne les invente pas, elle les maquille, ce qui veut dire qu'elle a des blessures. C'est la défense du mec. Il l'a bien frappé, mais pas si fort que ça. Quelqu'un a dit Fougou ? Dans The Donor, notre homme se fait dérober son rein après avoir été séduit par une jolie menteuse. Mais après ça, il est traumatisé, n'assume plus l'acte. Après avoir été dupé par une fille, il perd en fait sa masculinité, le droit d'être un homme, alors qu'il était jusqu'ici un véritable tombeur, un cascadeur viril et qui attirait toutes les femmes qu'il rencontrait. Dans The Last Seduction, Bridget, jouée par la fantastique Linda Fiorentino, vole l'argent de son mec, s'enfuit et en séduit un autre pour l'utiliser contre le précédent, sachant pertinemment que celui-ci ne se laisserait pas faire. Alors que tous ces hommes rêvent de la posséder, de l'avoir pour eux, c'est elle qui les mène tous par le bout du nez et en profite. Mais certains de ces films décident d'aller encore plus loin dans le sordide. Quand ce qu'on a en guise de position privilégiée de l'homme sur la femme en question, c'est une différence d'âge. Attends, tu vas vite comprendre. Plusieurs des Women Bring Danger mettent en scène un homme adulte qui se laisse séduire par une très jeune adolescente. De Babysitter, Lying Eyes, Wicked ou encore la saga des Poison Ivy qui comporte 4 films, tous ces films nous racontent ce genre d'intrigue. Et nous présentent donc la jeune fille en question comme la méchante qui détourne un gentil monsieur du droit chemin. Please don't be afraid of me. La saga des Poison Ivy est bien sûr particulièrement parlante à ce niveau-là. Ivy, une adolescente jolie mais tourmentée, est plus ou moins adoptée par la famille de son amie Sylvie, dont la mère est très malade. Et peu à peu, Ivy va voler sa famille à Sylvie en séduisant son père et en tuant tout simplement sa mère. Elle va même réussir à dresser son chien, qui dès lors la préférera, elle, à sa véritable maîtresse. Fred, come here. No, Fred, come here. Bien entendu, mais respect à ce père de famille dévoué qui déjà accueille sous son toit une adolescente comme ça en un claquement de doigts, puis va en plus se laisser séduire par elle. Que dire ? Le pire reste probablement le film de Crush de Alan Shapiro. Alicia Silverstone, qui semblait être le fantasme de bon nombre de quadragénaires quand elle n'était encore qu'une adolescente de 14 ans, y campe la jeune Adriane, qui va tomber amoureuse de Nick, encore un journaliste qui loue une partie de la maison familiale. Elle va tomber amoureuse de lui et tout faire pour le séduire et l'éloigner de celle qui lui tourne autour, quitte à parfois employer des méthodes dignes des plus grands psychopathes pour atteindre son but. Bon, vous avez compris l'idée, Adriane est le danger qui menace la vie de Nick, qui se verra plus tard accusé de détournement de mineurs, va perdre son boulot, se faire virer de chez lui, et être la risée de tout le voisinage. On n'en a pas tant fait pour The Kairi 78. Bref, tout ça à cause de cette méchante adolescente. Tout ça parce qu'il a simplement un peu flirté avec elle, qu'il a un peu répondu à ses avances et l'a un petit peu embrassée. Entre autres. Mais en réalité, ce n'est pas ça le pire avec ce film. À la base, le personnage d'Alicia Silverstone se nommait Darian, et pas Adriane. On s'en rend compte car chaque prononciation de son nom original dans le film a été tout simplement redoublée pour que Adriane remplace Darian dans chaque ligne de dialogue, ce qui, bien sûr, s'entend. Well, I was just returning a book to Adrian. She's upstairs. Et ça fait bizarre. Et la raison de cet étrange choix, c'est parce que juste avant la sortie du film, ils ont été poursuivis en justice car le réalisateur Alan Shapiro s'était inspiré de sa propre vie pour écrire le film et a donc apparemment vécu cette histoire d'adolescente tentatrice qui l'aurait séduit. Et ce génie, non content de se positionner en victime de manipulation d'une gamine dans cette histoire, avait en plus, à la base, gardé le véritable prénom de l'adolescente en question dans son film. C'était Darian. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que ça n'existe pas une adolescente farouche qui tente de séduire un homme plus âgé. Évidemment que ça existe, mais c'est à l'adulte d'y mettre un frein. Tout comme, dans ce genre d'histoire, l'adolescente doit être traitée pour ce qu'elle est. Une enfant qui n'est pas responsable de ses actes, contrairement à l'adulte. Et le pire, c'est probablement d'avoir vécu une histoire comme ça en tant qu'homme adulte, de vouloir réaliser un film sur cette même histoire, de se placer soi-même en tant que victime, sans jamais nuancer ce point de vue ou le remettre en question d'une quelconque façon que ce soit. Ah, et pour info, Adriane, dans le film, à la fin, elle finit en hôpital psychiatrique. Encore une fois, paye ta morale. Pour revenir au sujet global, l'idée n'est pas de dire que tous ces films sont mauvais, ou même qu'un long métrage avec une morale que j'estime douteuse ne serait pas un bon film. Non.
Mais par contre, ce courant cinématographique en dit long sur la façon dont on percevait les femmes dans les années 90. Cette néolibération sexuelle ainsi que l'émergence d'un nouveau féminisme faisait peur, était critiquée, pointée du doigt, menaçait la société et ses mœurs sacrées. C'était dans l'air du temps de voir des femmes vouloir s'extraire du cadenas du mariage, de la monogamie ou tout simplement s'instruire, revendiquer plus de droits, monter plus haut dans leur hiérarchie, repousser le plafond de verre qui leur était naturellement fixé tout simplement parce qu'elles étaient des femmes. Et la peur sociale de voir le symbole de la femme libérée prendre de l'ampleur a notamment donné ces films, qui la condamnent et la diabolisent tous. Ça fait de ce petit mouvement artistique et commercial une véritable capsule temporelle sociale, un vecteur de propagande, et ça rend l'analyse de ces films complètement passionnante. Mais le plus fou, c'est de voir qu'ils découlent tous de Basic Instinct, un film qui, lui, se voulait beaucoup plus nuancé sur cette question et proposait un point de vue différent. Ce courant a repris le thème principal et l'esthétique de Basic Instinct, mais le discours de liaison fatale, ainsi que des éléments plus traditionnels liés à la figure old school de la femme fatale, celle d'une tentatrice qui en veut au pouvoir masculin. Et tous ces détails font de ce courant une sorte de chasse aux sorcières bis. Les femmes instruites, cultivées, qui ont du pouvoir, une certaine indépendance, qui sont assez intelligentes pour pouvoir éventuellement manipuler des hommes, ou en tout cas ne pas dépendre d'eux, sont dangereuses, mauvaises, et font du mal à la société. Elle symbolise sa corruption, voire même son déclin. La façon dont les personnages masculins sont traités dans ces films en dit long également. Dans Basic Instinct, Nick était certes un homme de pouvoir, représentant d'une certaine autorité, mais pas un modèle. Il était dans le collimateur de la police des polices pour ses abus de pouvoir, était alcoolique et drogué, violent, brutal même dans sa relation avec Elizabeth, ce qui nous donne carrément une scène de V. Le patriarcat, dans Basic Instinct, n'est pas un modèle de société sain et parfait que la libération de la femme vient détériorer. Les hommes n'y sont pas des anges tombés du ciel ou des saints immaculés. Par contre, dans les Woman Brings Danger, c'est le cas. Nos hommes sont tous parfaits. Ils aiment leurs épouses même quand ils les trompent, ce n'est pas leur faute mais celle de leurs tentatrices sans valeur. Ils s'occupent de leurs enfants avec amour, ils sont impliqués au sein de leur communauté locale, ils réussissent parfaitement dans leur travail, sont même reconnus et respectés pour ça, ils représentent vraiment le rêve américain et sont le parfait modèle de nos sociétés occidentales bien rangées. On leur pardonne tout, car dans ces films, aucune de leurs actions dites négatives n'est de leur faute. Elles découlent toutes entièrement des actes des femmes qui leur forcent la main ou les manipulent. Ils ont donc le droit de les violenter ou de les battre parce qu'elles sont méchantes, de faire fi de toute déontologie en ayant des relations avec leurs clientes ou patientes, et en plus, la quasi-totalité de ces films punit sévèrement les femmes pour leurs actions. Elles meurent, vont en prison ou en hôpital psychiatrique, tout le temps. C'est bien mérité pour de tels succubes. De plus, nos femmes fatales sont toujours opposées aux épouses de nos pauvres victimes masculines. Elles symbolisent les bonnes femmes, celles qui sont validées par un modèle de société patriarcal. Ce sont toujours des femmes qui restent à la maison, qui ne travaillent pas, elles s'occupent des enfants, aiment leur mari et lui font confiance, jusqu'à lui pardonner même quand ceux-ci les trompent, car bien souvent, ce n'est pas vraiment leur faute après tout. L'image de ces femmes est angélique par opposition à l'image prédatrice des femmes fatales. Le discours politique de ces films, même quand il est non volontaire ou du moins non maîtrisé, est clair. C'est aussi pour ça que ceux qui se plaignent des soi-disant discours woke dans les films sont un peu ridicules. Tous les films ont un discours social et ou politique, et pendant des années, les films hollywoodiens de ce genre ont plutôt véhiculé des valeurs de droite réactionnaires. Ça n'en fait pas de mauvais films, mais oui, les films d'action des années 80 étaient par exemple réganiens jusqu'au bout des ongles, les vigilantes comme la saga de l'inspecteur Harry portent un discours d'extrême droite, et ces Women Bring Danger sont misogynes au possible. J'aime pas mal de tous ces films pour autant, mais il faut être conscient de ce qu'ils racontent, et ça démontre en général pas mal de choses intéressantes sur leur contexte de production. Et pour achever de vous convaincre sur les discours de ces films, certaines œuvres ont justement profité de l'essor de ce courant pour, comme Basic Instinct, proposer un discours différent. Par exemple, dans Guilty as Sin de Sidney Lumet, nous suivons une avocate forcée de défendre un tueur de femmes qui se vante littéralement de ses crimes et de ses capacités de séducteur. Ce film a la particularité d'inverser totalement le concept de départ des Women Bring Danger. Notre héroïne a le poste d'autorité et est la victime, et notre homme est le tueur manipulateur. Cette simple inversion change complètement la dynamique de leur relation et livre un regard forcément complètement opposé à celui des autres films cités dans cette vidéo. De même, To Die For de Gus Van Sant reprend l'archétype de la femme fatale moderne, ici incarnée par Nicole Kidman, qui est prête à tout pour devenir une présentatrice télé célèbre, quitte à tuer tous ceux qui s'opposeront à elle. Suzanne would do anything to be famous.
Sur le papier, c'est pareil que les films cités jusqu'ici, mais le ton caustique, plein d'humour noir et plus maîtrisé, le fait que le film ne présente pas un personnage masculin comme une pauvre victime innocente, change déjà radicalement la nature du regard que le film porte sur les femmes. Meilleur exemple encore, Oleana de David Marnet, qui n'est pourtant pas un film que j'apprécie beaucoup, nous fait suivre une discussion entre Carol, une étudiante universitaire, et son professeur John, à propos d'une mauvaise note qu'elle a reçue. Après un contact physique a priori anodin, la discussion s'envenime et débouche sur Carol qui accuse John de harcèlement et même de tentative de V. Would somebody help me, please? Pour beaucoup de spectateurs et même de critiques à l'époque, c'est clair, c'est elle qui est coupable. Elle manipulerait John durant toute leur conversation en prenant des notes, en remettant en question chaque mot qu'il dit, elle lui ferait volontairement dire des choses anodines afin de les sortir plus tard de leur contexte pour le faire accuser et donc obtenir ce qu'elle souhaite, sa réussite scolaire. Pourtant, si le film est effectivement subtil, la fin est plutôt limpide. Après qu'elle lui annonce qu'elle porte plainte pour V contre lui, ce qui met son mariage définitivement en péril, il se met dans une telle rage qu'il commence à la tabasser. Encore une fois, pour de nombreux spectateurs, c'était libérateur et justifié. Elle méritait ce traitement. Pourtant, lors de cette scène, il finit par se calmer et comprend. Il comprend que Carol a raison dans ses accusations, alors que, jusqu'ici, il les niait catégoriquement. Il comprend qu'effectivement, ses paroles et ses actes étaient orientés et malvenus, qu'il profitait de sa position privilégiée et autoritaire, sans même s'en rendre compte qu'il était violent avec Carol, bien avant même de lui mettre une raclée. Nous sommes dans les années 90 et Oleana est un film qui parle de patriarcat, de culture du viol et même de masculinité toxique, sans jamais tomber dans la caricature à ce niveau-là, juste sur base d'une conversation entre un prof et son élève. Et comme aujourd'hui, lors des témoignages féminins de ce genre de situation, beaucoup de spectateurs masculins sortent de leur séance en voulant soutenir ce pauvre John, qui, selon eux, n'a rien fait de mal. Il est une victime. Tout comme tous les hommes de tous les films précédents que j'ai cités dans cette vidéo. Une pauvre victime innocente de la méchanceté des femmes. Le film utilise la hype des Women Bring Danger pour proposer une sorte de discours proto-MeToo plus de 10 ans avant qu'on ne prononce vraiment ces mots, MeToo. Car ce sujet, quoi qu'on en dise, était déjà dans l'air du temps au centre des débats. Basic Instinct aura eu cet impact-là. La création de tout un courant de thrillers basé sur les relations hommes-femmes et la peur de la société de voir ces femmes se libérer sexuellement et prendre leur indépendance. Cela aura aussi fait de Sharon Stone un symbole, comme les autres femmes fatales avant elle, mais le sien est différent. Elle représentait justement cette libération si terrifiante pour les autorités de la morale. What are you gonna do, Davy? Take me off the air? We're live. Ce statut a d'ailleurs été utilisé dans certains de ses films suivants, à l'image de Last Dance de Bruce Beresford, dans lesquels elle joue Cindy, une condamnée à mort. Un jeune avocat, Rick, rouvre son dossier et va tenter de prouver son innocence avant son exécution. Le film n'est pas un Woman Brings Danger. Mais justement, il profite de l'existence de ce courant et de ses films pour développer son propos et perdre le spectateur. Tout du long, celui-ci va se demander si Cindy, une jolie white trash, est une manipulatrice qui mérite son sort ou une innocente placée injustement dans le couloir de la mort. Mais ce mystère-là est dû à l'image de Sharon Stone auprès du grand public à l'époque, ainsi qu'au nombre de films qui mettent en scène des femmes fatales dangereuses. Et la condamnation trouble de ce personnage donne un intérêt tout autre à un film qui, sans ça, c'est pas ouf quoi. Et l'influence de Basic Instinct puis de tout ce mini-courant a été encore plus loin, et a fini par toucher d'autres films, d'autres genres, de façon un petit peu plus mineure. Encore une fois parce que, de toute évidence, le sujet de la libération de la femme était au centre des débats. Un exemple parlant est l'apparition du personnage de Tiffany dans la saga Chucky. Elle découle complètement de celui de Catherine, ou plutôt de la femme fatale moderne façon Basic Instinct. Pareil pour La Mutante, qui a beau être un film de science-fiction horrifique, est aussi un Woman Brings Danger, avec son antagoniste extraterrestre féminin qui tue ceux avec qui elle se reproduit. Nous avons Fatal Instinct de Karl Reiner qui parodie certains codes de plusieurs sous-genres, dont le Woman Brings Danger avec un humour abstrait auquel il n'est pas toujours facile d'adhérer, mais qui montre encore une fois à quel point les Basic Instinct likes étaient importants dans les années 90.
Bref, même si je n'ai pas totalement fait le tour, je trouvais passionnant de réunir tous ces films sous une même bannière, celle d'un authentique sous-genre, d'un mini-mouvement cinématographique dont personne ne parle ou presque. Et je voulais m'intéresser un petit peu, juste le temps d'une vidéo, sur ce que ces films racontaient sur leur époque. Et puis m'intéresser à la question de comment un film avec un discours critique, cynique, presque progressiste, peut accoucher de tout un sous-genre largement réactionnaire et même misogyne. Encore une fois, ça n'a aucun lien avec la qualité des films ou de est-ce que je les aime ou non. C'est pas du tout le sujet. Mais c'est super intéressant d'analyser les films à travers ce prisme-là, car oui, absolument, tous les films sont politiques et disent quelque chose de leur époque, du contexte social à leur sortie, ou alors tout simplement d'une certaine vision du monde. Évidemment, le sujet des Woman Brings Danger est complexe et aurait mérité une étude plus en profondeur qui durerait plus qu'une simple petite vidéo sur YouTube. Ce sous-genre mériterait, j'en suis convaincu, qu'on écrive un livre sur lui. Mais j'espère que vous aurez quand même apprécié cette analyse très youtubienne, youtubesque dans le format, car moi j'aurais pris beaucoup de plaisir à la faire. Alors actuellement je n'ai aucune idée de si YouTube a démonétisé la vidéo, de si elle marche ou pas, ce genre de grand format sur ma chaîne c'est qui tout double. Par contre je sais que cette vidéo va énerver pas mal de gens. Donc si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la soutenir en vous abonnant à la chaîne, en lâchant votre petit pouce bleu, votre petit commentaire de soutien, voire pourquoi pas en devenant membre ou même en faisant un petit don sur Tipeee. Tous les liens sont dans la description et merci beaucoup à ceux et celles qui le font déjà. Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.